Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler avec un cycliste, plus précisément un paracycliste, mais il va nous raconter tout ça. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec Loïc Vergniaud, avec qui j'ai été mis en relation par Philippe Morlot. Philippe, si tu nous écoutes, on te salue, mais tout d'abord, eh bien, je salue mon invité. Salut Loïc. Salut Armano. Bon, désolé encore une fois pour le retard, je fais amende honorable publiquement. J'ai été obligé de décaler notre enregistrement déjà à plusieurs reprises et puis aujourd'hui encore d'un petit quart d'heure, tout simplement parce que je me suis paumé dans la forêt pendant mon entraînement. Ça fait pas très sérieux, mais voilà, j'avais décidé de placer l'entraînement avant pour pouvoir être frais, dispo et réfléchir à notre enregistrement pendant que je courais. Toi, tu roules. Déjà, ce que je te propose, c'est de te présenter, de tout nous dire. Dis-nous tout. Qui est Loïc Vergniaud? Alors je suis paracycliste, plus précisément je fais de la catégorie handbike. Donc MH5 c'est position à genoux. Donc le handbike c'est un vélo à trois roues avec la propulsion, on se déplace avec la force des bras. La roue qui fait la traction est devant avec toutes les vitesses, le freinage. Enfin voilà, c'est la roue principale. Et donc maintenant ça va faire une douzaine d'années que je fais du handbike. Donc j'ai commencé au plus bas et j'ai monté jusqu'au plus haut, on va dire, parce que j'ai été aux Jeux paralympiques de Tokyo. J'ai eu l'honneur de ramener 3 médailles d'argent. Puis après, j'ai été champion du monde, champion d'Europe en relais aussi, et plusieurs titres de vice-champion du monde dans ma catégorie et de champion d'Europe, avec aussi 14 titres de champion de France. Voilà, donc à côté de ça, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'habite dans la Loire, à côté de Roanne. Belle présentation. On va pouvoir rentrer plus dans les détails, peut-être. Déjà, au niveau du sport, toi, est-ce que tu as toujours été sportif? Quels sont tes premiers souvenirs de sport, en fait? Bon, le premier souvenir, c'est du foot. J'ai commencé dès l'âge de 6 ans dans mon petit village de Saint-Martin-d'Estro, au nord de la Loire. Et voilà, j'ai fait du foot pendant 20 ans, jusqu'à mon accident, en fait. Parce que je suis, voilà, j'ai pas dit, je suis amputé jambe droite, c'est pour ça que je suis dans le handbike. Et j'ai des séquelles sur la jambe gauche suite à un accident de travail en 2004. Donc voilà, j'avais fait surtout du foot en club pendant 20 ans. Mais j'ai toujours aimé tous les autres sports, du vélo déjà entre copains, du tennis, du volley, enfin voilà, tous les sports qu'on me proposait, j'ai toujours voulu essayer. Et puis voilà, je me plaisais toujours à faire quelque chose une bonne activité physique, quoi. Comment est-ce que, justement, si on peut en parler, tu as pris cet accident qui t'a pris une jambe? Tu avais une vingtaine d'années. Comment tu l'as vécu? Quand j'ai eu mon accident, j'avais 26 ans. Donc, ça faisait 1 an que j'avais acheté ma maison à rénover. Donc, voilà, c'était un peu tout qui tombait dessus. Donc, il faut le temps déjà de se soigner. C'était déjà primordial de faire tous les soins que j'avais à faire. Puis après, il y a eu toute la rééducation avec la prothèse et tout. Donc, ouais, on tombe un peu dans l'inconnu quand on tombe dans le monde du handicap. On ne sait pas trop où on va aller, ce qu'on va pouvoir faire et tout. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont
remotiver et puis donner une perspective de vie, quoi. Me dire que c'était pas non plus, voilà, que j'étais pas inapte à tout. Donc après, voilà, au bout un an et demi, j'ai pu déjà remarcher à peu près correctement. Puis après, au bout de 2 ans et demi, j'ai repris le travail. Ça m'a permis de reprendre déjà refaire le travail que je voulais faire avant mon accident. Donc j'ai fait de la maintenance industrielle. Et à côté de ça, j'ai repris aussi le foot. Donc c'était d'abord du foot béquille, parce qu'il y a une équipe qui se montait au moment de mon accident. Donc je l'ai intégré. Mais bon, c'est un peu délicat au point de vue physique et puis aussi technique parce que je suis droitier, je suis amputé jambe droite, donc on jouait de la jambe gauche où elle n'a jamais été forte, c'était compliqué. Et puis j'ai aussi repris le foot avec mes anciens collègues au cage voilà, pour retrouver un peu la sociabilité, quoi. Et puis ça faisait un moment qu'on voulait, un ami de la famille qui était paraplégique voulait que j'essaye le handbike parce qu'il pensait vraiment que ça me plairait et puis que enfin, c'était un sport qui ne mettait pas en jeu mon handicap en fait. Et c'est vrai que dès que j'ai essayé les premiers tours de roue, j'ai senti une certaine liberté et voilà, mes problèmes aux jambes n'intervenaient pas dans le sport et au fur et à mesure, ça m'a plu. J'ai acheté mon premier handbike peut-être 6 mois après pour avoir le mien, parce que là, c'était un handbike prêté par mon club d'handisport rennais. Et puis après, voilà, au fil des kilomètres, j'ai vraiment pris goût. Et au bout d'un an et demi, j'ai fait une compétition qui n'était pas très loin de chez moi. Et l'ambiance, tout, ça m'a vraiment plu. Et dès l'année suivante, je commençais à partir dans la France entière pour faire les compétitions, parce qu'il n'y avait pas trop de compétitions autour de chez moi. C'est vraiment dispatché aux quatre coins de la France. Donc voilà, j'ai goûté aux premières courses, les premières dernières places. Et au fur et à mesure des années, voilà, je battais le mec qui me battait l'année d'avant et j'ai augmenté comme ça mon niveau jusqu'à maintenant. Ouais. Comment est-ce qu'on progresse justement dans ce sport? Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce qu'il y a un environnement assez propice pour pouvoir t'aider à progresser dans le handisport? Est-ce que c'est une fédération en particulier? Est-ce que ce sont des personnes en particulier? Est-ce que c'est tout un écosystème, tout un environnement? Est-ce qu'on est aidé aussi quand on se décide à progresser, à avancer un petit peu? Et puis après, comment est-ce qu'on trouve la voie pour être cycliste professionnel, paracycliste professionnel? Bah alors, ouais, c'est les premiers qui m'ont aidé, c'est Handisport Rennais, tout simplement pour l'achat de matériel, pour me driver aussi sur les entraînements, pour me donner quelques conseils. Après, voilà, je suis un peu autodidacte, alors j'ai commencé à faire mes propres plannings d'entraînement. Pendant mes 4 premières années, voilà, je faisais mes programmes d'entraînement avec mes prépés physiques à côté et tout, en écoutant un peu sur les courses que les autres faisaient. Voilà, c'est un tout. Donc, pour là aussi l'achat de matériel, donc c'est Handisport Rouennais qui se débrouillait pour me trouver un peu les subventions au niveau du département, de la ville. De la région, enfin tout, voilà, il s'est tapé à chaque porte, monter des dossiers pour acheter un bike vraiment de compétition que j'ai eu qu'en 2013 et qui a coûté déjà à l'époque 12 000 euros. Donc c'est déjà une sacrée somme à trouver. Et après, voilà, au fur et à mesure, on s'entoure de personnes. Moi, j'ai eu mon premier coach en 2015, donc Vincent Terrier, qui commençait aussi un peu dans le handbike en tant qu'entraîneur, parce que c'est un entraîneur cycliste. Et voilà, on a un peu nous fait nos armes ensemble. Et ça a avancé comme ça. Après, je me suis entouré d'autres personnes, un préparateur physique. Maintenant, j'ai préparateur physique, préparateur mental, nutritionniste. Enfin, voilà, c'est au fur et à mesure des années que j'ai étoffé, on va dire, mon staff pour arriver à ce niveau-là. Et puis, à côté de ça, il y a des sponsors. Enfin, moi, c'était plus un mécène qui est venu m'aider grâce à la fédération qui m'a mis en relation avec la Caisse d'épargne Noorderdijk qui m'a permis d'arrêter de travailler tout simplement. Parce qu'à côté des premières années, je devais travailler d'abord en plein temps à côté. Puis après, je voyais que plein temps, c'était quand même dur parce que je travaillais en équipe. Donc, le vélo, ça demande beaucoup de temps pour progresser. Il faut rouler pas mal. Donc après, j'ai travaillé à mi-temps. Donc, j'ai un peu réuni ma passion et mon vélo en étant technicien cycle. Donc, ça m'a permis d'avoir un mi-temps et un peu plus adapté voilà, mes journées. Et puis voilà, la caisse d'épargne qui m'a donné ma chance d'arrêter de travailler via le pack de performance. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont été aidés en vue des Jeux de Paris. Et voilà, en 2019, fin 2019, c'est là que vraiment que j'ai peut-être eu le déclic pour aller encore plus haut. C'est vraiment le fait d'avoir des temps de récup, voilà, de me concentrer sur mon sport entièrement.
J'ai pas augmenté le volume d'entraînement, mais voilà, il y a eu toute la récupération, les soins à côté aussi à faire. Et à mon avis, c'est un tout. Moi, j'ai mis longtemps à, on va dire, arriver au haut niveau. J'ai mis une dizaine d'années, mais parce que je suis comme ça, j'aime pas brûler les étapes, donc j'ai été doucement. Mais après, on peut peut-être aller plus rapidement, mais voilà, Ouais, en même c'est étape temps, pareil. une dizaine d'années, quand on regarde, quand il y en a qui commencent le sport jeune, à 5-6 ans, et qu'ils deviennent champions du monde, champions olympiques à une vingtaine d'années, bah, ils ont mis aussi un peu plus d'une dizaine d'années. Simplement, toi, tu as commencé plus tard. Tu as commencé le vélo Voilà, à 28 ans. ouais, 32 même. Ouais, déjà 32 ans quand j'ai commencé. Ouais. Tu dis que la caisse d'épargne est arrivée et a pu t'aider justement à quitter ton emploi et à te concentrer pour devenir sportif professionnel à temps plein. Ça veut dire quoi être sportif professionnel à temps plein? Aussi bien sur l'aspect sportif que sur l'aspect à côté, tu l'as dit, récupération, logistique, entraînement, etc., mais aussi sur l'aspect financier. Ben c'est vraiment ne plus avoir souci déjà d'aller chercher de l'argent. Ce qu'ils m'ont apporté enfin, j'ai encore cherché de l'argent pour le matériel, mais ça m'a permis d'avoir un salaire en fait, donc pouvoir faire vivre ma famille parce que j'ai 2 enfants, donc faut quand même de l'argent quoi pour élever les enfants et puis tout le reste quoi, avec ma femme et tout pour la maison, enfin voilà. Donc c'est déjà se vider de la tête de ça et puis ça donne aussi une motivation en plus parce que là il y a quelqu'un qui nous soutient derrière, on le fait pas que pour moi, enfin je le faisais plus que pour moi, mais mon entourage. C'est quelqu'un qui a mis des pions sur moi, donc qui croit en moi. Et déjà, ça fait plaisir. Et puis, ça donne une source de motivation en plus de se lever les matins, d'aller s'entraîner quand il fait mauvais. Enfin, voilà, c'est ça aussi, quoi. Donc, c'est une certaine liberté, la liberté financière, quoi. Caisse d'épargne arrive en 2019 pour t'épauler sur ce projet via le pacte de performance, c'est-à-dire via une CIP, une convention d'insertion professionnelle qui te permet d'avoir un salaire mais d'être dégagé, non même pas? Non, parce qu'en plus, c'est du mécénat. En fait, c'est une bourse qui est par le biais de Bac Performance, donc ils me versent une somme d'argent à l'année. C'est pas considéré comme un revenu, c'est une sorte de don qu'ils m'ont fait, quoi. Mais ça passe par la bourse via Bac Performance, qui est une association qui aide les sportifs, en fait. Et eux, ils sont intervenus quand on était où dans ton palmarès? Tu avais déjà des titres de champion d'Europe, champion du monde, champion olympique? Non, non, ils sont intervenus en 2019, donc ça faisait un an que j'avais intégré vraiment l'équipe de France. J'avais un ou deux podiums. Donc, voilà, je commençais à tutoyer un peu le très haut niveau, qu'on va dire, et d'avoir des objectifs sur les jeux vraiment concrets, quoi. On va dire qu'en 2019, il n'aurait pas eu la caisse d'épargne, mes jeux étaient peut-être compromis, quoi. Les jeux de 2020 décalés à 2021 ou les jeux de 2024 déjà? Non, le jeu 2020. Le jeu 2024, à ce moment-là, j'y pensais pas parce que voilà, je m'étais fixé vraiment objectif Tokyo. Donc après, et puis voilà, vu mon âge, on va dire aussi, je prends année par année. On prend tous Donc, une année tous les ans, hein, mais c'est vrai que oui, mais là, je regarde l'année d'après si je peux continuer ou pas. ouais. C'est vrai que Paris, c'est vraiment une motivation qui me permet de continuer. Et puis voilà, je suis vraiment beaucoup aidé pour y arriver. Donc, ouais. Donc là, tu tutoies les meilleurs, mais aussi les plus jeunes. Tu es parti pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Ça représente quoi en termes d'entraînement quotidien ou à la semaine pour un paracycliste qui se prépare pour Paris 2024 au moment où on enregistre, on est à 6 mois des Jeux. Et ben là, je commence vraiment dans la partie gros volume. On a un peu retardé cette année parce que voilà, d'habitude mes saisons sont plus. On a une première partie de saison, mais au mois de mai où il y a quand même des grosses échéances. Et après, le championnat du monde arrive au mois d'août. Là, bon, il y a encore des coupes du monde au mois de mai, mais c'est moins, on va dire, c'est moins important que les autres années. Donc, on a un peu décalé. Donc là, voilà, je rentre dans ma partie foncière où je vais faire pas mal de kilomètres. La semaine dernière, j'ai fait à peu près 420 kilomètres dans ma semaine avec de la prépa physique à côté encore, parce qu'on continue aussi ça pour bien débuter l'année. Donc voilà, la préparation, là, elle va se tourner autour de ça avec travail de force, un peu de PMA. Voilà, on commence à du volume et on commence à toucher les intensités un petit peu. Bon, la PMA, c'est la puissance maximum aérobie. Ça veut dire que Ouais. en gros, tu te fais des blocs soit en montée, soit même sur du plat, mais à fond, à fond, à fond, à fond, mais assez court. Ouais, c'est assez court. Là, on va dire que je suis pas sur mes valeurs de course. Je suis en dessous. Là, c'est approche PMA, on appelle ça.
Voilà, on commence à tutoyer la haute intensité pour, on va dire, déboucher un peu les artères aussi. Et voilà. Mais c'est pas encore vraiment mes bons créneaux de puissance. Ouais. Mais c'est sur du très court, du 30 secondes ou du 20 secondes. Et sur les Jeux Olympiques, tu disais que tu as déjà ramené 3 médailles de Tokyo, 3 médailles d'argent. Tu concours sur plusieurs disciplines. Tu peux nous en parler un petit peu plus des différentes disciplines sur lesquelles tu t'alignes? Alors, au jeu, les handbike, on a 3 disciplines. Ouais, que de la route. C'est que sur la route, on n'a pas de course sur la piste. C'est un peu risqué et un peu chaud. Ouais. Mais donc, sur la route, on a le contre-la-montre, donc l'épreuve solitaire, hein, contre le temps. Donc là, à Paris, je ne suis pas encore trop au courant de la distance. C'est 1 ou 2 tours de à peu près 14 km sur Clichy-sous-Bois. Après, on aura la course en ligne sur le même circuit. Donc, 5 ou 6 tours, à mon avis, du circuit. Et là, vous êtes combien à prendre le Euh, départ? alors, pour les jeux, on n'est pas très, très nombreux. On va être entre 10 et 15. Parce que voilà, chaque catégorie va être à peu près ce nombre-là. Donc, c'est vraiment les meilleurs qui sont là. Et voilà. D'habitude, on est un peu plus. On arrive à être 20, 25. Mais c'est toujours des petits pelotons quand même, hein, en paracyclisme. Et voilà, donc après, et puis la dernière course, où celle-là, je suis pas sûr, je l'ai fait à Tokyo, mais je suis pas sûr de la faire à Paris parce que c'est une sélection, parce que c'est un relais par équipe. Donc là, on est 3 handbags de catégories différentes. Donc chaque catégorie a un nombre de points désignés et la somme des trois catégories ne doit pas dépasser 9. Donc c'est mixte, et hommes et femmes, on peut mixer tout. Et là, c'est des petits circuits qui font généralement 1,5 km, 2 km. Et on se passe le relais 3 fois chacun, quoi. Voilà, toutes les équipes courent en même temps là. Quand tu dis C'est différentes catégories, c'est différentes catégories de handicap. Ça veut dire qu'il peut y avoir des amputés. Alors en handbike, j'imagine pas des amputés des bras, mais des amputés d'une jambe, d'un pied. Non, non, bah après, voilà, amputé, on va dire, amputé handbag, c'est une catégorie, c'est la mienne, MH5. Si on peut tenir à genoux, on est dans celle-là. Après, il y a 4 autres catégories, c'est des catégories couchées. Donc là, c'est plus des paraplégiques, des tétraplégiques. Voilà, donc c'est plus le handicap et on va dire, plus la personne est touchée, plus sa catégorie est un indice bas. Donc là, la MH1, c'est des tétraplégiques très très hauts. Donc ils ont vraiment les bras et encore pas tout. Par exemple, ils ne peuvent pas tenir leur poignet tout seuls, quoi. Ils sont scratchés ou attachés sur les poignets, quoi. Ils ne peuvent pas serrer les mains. Et donc là, vous concourez tous ensemble sur ce type de relais. C'est 3 Bah, catégories. chaque pays forme son équipe. Et là, les catégories, moi, je peux être en face sur mon tour, en face de quelqu'un qui est en MH1, par exemple. Là, on choisit aussi l'ordre de passage. C'est des stratégies voilà, que chaque équipe met en place. Donc, on fait un tour, on passe le relais à notre collègue, et voilà, 3 fois de suite comme ça. Le premier qui finit, enfin, le premier qui passe la première équipe qui passe la ligne a gagné. En général, ça marche comme ça. J'imagine qu'après, il y a des histoires de pénalités ou autres, ou pas du tout. Sur les relais, ouais, la pénalité, ça va être si il y a une anticipation de démarrage, quoi. Parce qu'en fait, le relais se passe généralement, quand notre collègue nous passe devant. Donc là, on doit partir. Bon, si on le vole un petit peu, on perd une dizaine de secondes de pénalité. On va avoir d'autres pénalités si on met quelqu'un au tas, ou, enfin, voilà, ou si on gêne un démarrage de quelqu'un. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire. Ouais, donc c'est peut-être pas forcément la première équipe qui passe la ligne qui gagne, mais en théorie, c'est quand même le cas. Normalement, ouais, ça peut. C'est vrai que c'est déjà arrivé que la première ne gagne pas parce qu'elle se prend une pénalité de 10 secondes et elle finit deuxième, quoi. Donc toi, on l'aura compris, tu es déjà qualifié. Non, je ne suis toujours pas qualifié parce qu'en fait, la sélection ne tombe qu'au mois de juin, début juin, on pense. Parce que alors, notre système de qualification, nous, c'est pendant 3 ans, on gagne toute l'équipe de France paracyclisme, que ce soit sur la piste ou sur la route, ceux qui sont en solo, en tandem ou en tricycle hommes, on gagne des points pour tout le paracyclisme pour l'équipe de France masculine, quoi. Ce nombre de points, quand les Coupes du Monde sont finies, donc fin mai, donnera à chaque pays un nombre de places pour leurs athlètes. Et après, voilà, quand sera désigné, une commission en France va se réunir avec la fédération, l'ANS, et ils vont désigner les athlètes suivant des critères de performance qu'on a réalisés sur les championnats du monde pour dire quel athlète il va. Et, si on a respecté les critères, ils vont prendre dans l'ordre. Les meilleurs critères, c'est les champions du monde, bien sûr, et après les médaillés aux championnats du monde, et ainsi de suite. Voilà, et donc je saurai que début juin si je pars. C'est vachement tard. Ouais, c'est vachement tard, mais il y a beaucoup de disciplines, c'est comme ça.
Donc, dans mon cas, je peux le savoir un peu avant, suivant les critères que j'ai eus, le nombre de places, 4, qu'on sait à peu près. Il faut juste que je laisse passer les championnats du monde piste du paracyclisme, là, au mois de fin mars. Et je pourrais savoir si j'y vais ou pas, quoi. J'aurai déjà une bonne idée. On sera de tout cœur tous avec toi et puis on va espérer justement que tu représenteras le drapeau lors des prochains Jeux paralympiques et en plus qui sont à Paris, à la maison. C'est pas très loin pour toi, tu y vas en vélo? Ouais, il me faudra peut-être 2-3 jours quand même pour pas me cramer direct. Mais je vais peut-être. On a un un camp de base qui est à Lille, alors ça fait un peu plus loin encore. On sera derrière, on prendra la roue parce que je suis sûr que même en tant que valide, on a du mal à s'accrocher quand on essaie de te suivre, non? Ouais, bah après, nous, le handbike, c'est quand même un vélo qui est assez lourd. Donc, ouais, sur le plat, on roule bien. On a des bonnes pointes, voilà, parce qu'on a de l'aérodynamisme qui est favorable par rapport à quelqu'un qui est debout, on a un peu mieux aéro. Mais bon, c'est vrai que dès que ça monte, on a un peu moins de puissance et le vélo, par exemple, mon vélo d'entraînement, quand je pars à l'entraînement, il fait 14 kilos, quoi. Donc par rapport à des collègues valides qui se trimballent avec leur vélo qui fait 8 kilos, 8 kilos 5, et puis c'est voilà. Je veux dire, avec la trousse outil et tout, hein. Je le sens vite quand ça commence à monter que je suis plus tranquille. Mais après, j'essaie de la rattraper dans la descente. Évidemment. Et puis c'est l'expérience qui parle. Pour revenir justement au financement de ta saison, donc aujourd'hui tu as ce mécène, la Caisse d'épargne, qui te finance grâce au pacte de performance. Est-ce que tu as d'autres partenaires? Est-ce que tu cherches toujours des partenaires? Et à quoi te sert ce budget? Alors, j'ai des autres partenaires. Un autre principal, c'est la douane. Depuis 1 an et demi, j'étais embauché en contrat, là, vraiment avec un salaire dans l'équipe de France Douane. Donc, on a une quarantaine d'athlètes dans l'équipe, avec des contrats d'1 an. Donc, chaque année, c'est renouvelé. Donc, voilà, ça fait maintenant 1 an et demi. Et après, j'ai des autres aides. Alors, les aides, ça va être le département de la Loire, mon club encore qui m'aide un peu pour surtout payer mon entraîneur. Ça va être mon magasin de vélo, One Bike, voilà, le Rotary Club. Enfin, voilà, on essaye. J'ai beaucoup de partenaires qui m'aident pour l'achat de matériel, justement, de me donner. Si j'ai besoin l'année dernière, c'était une paire enfin, 2 triplettes de roues. Donc voilà, j'ai demandé à des partenaires de me les acheter, ce qu'ils pouvaient. Voilà, et donc il y a aussi le CEDOS. Enfin, je pioche un peu de partout. C'est surtout voilà, les aides. On va dire que la douane et la caisse d'épargne, je peux plus le réserver pour ma vie personnelle, pour mon salaire, quoi, comme toute personne. Et après, toutes les aides à côté, les aides personnalisées avec là aussi la Fédération française handisport, bien sûr, ça va me permettre d'acheter du matériel, vélo, après les pneus, la nutrition, payer tout mon staff avec la préparation physique, la préparation mentale. Voilà, donc il y a aussi la MRP de Ronald qui nous aide là-dessus. Donc voilà, on dispatche un peu, enfin, je regarde d'un côté toutes mes aides et de l'autre côté, j'essaie de mettre des choses en face, quoi. Ouais, et puis surtout que en face de tout ça, eh ben, il y a aussi les déplacements. Et quand on doit se déplacer, alors si c'est avec l'équipe de France, j'imagine que c'est l'équipe de France qui paye, mais si c'est pas avec l'équipe de France, c'est à ta charge. Voilà, on a des stages en équipe de France, donc ils payent le stage et une partie du trajet. Il y a des forfaits maintenant pour les trajets. Donc en équipe de France, quand on y va avec l'équipe de France, bien sûr, l'hébergement est payé. Et si on doit prendre l'avion aussi, tout ce voyage-là est payé. Après, les autres, ouais, c'est soit mon club, soit, enfin, c'est à ma charge. Et après, voilà, je trouve autour. Donc, je sais que j'ai des stages aussi à faire. Là, je vais bientôt partir où ça fait un peu meilleur pendant une semaine pour refaire pas mal de kilomètres et me changer un peu la tête. Parce que bon, partir dans le froid, c'est dur. Et donc, voilà, là, ça va être à ma charge, quoi. Tout ça, ça te permet de construire ta saison, ce qui veut dire qu'entre le contrat à la douane, les différents partenaires, là on est sur du renouvellement régulier, donc ça veut dire que tous les ans, tu fais ton budget, tu regardes ce que tu as, tu regardes ce qu'on te propose, et puis soit tu continues à chercher, soit tu te mets à fond dans l'entraînement, et puis tu vis avec ce qu'on t'a proposé pour l'année. J'imagine que là, quand tu vas arriver à la fin de l'année 2024, à la fin de cette année de Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, tu vas faire un nouveau bilan, tu vas décider si tu continues ou pas. Oui, ça va être aussi, le financier va rentrer en ligne de compte, bien sûr, à la fin de l'année, savoir si je continue ou pas, savoir qui poursuit, parce que c'est vrai que pas mal s'engagent jusqu'au jeu. Là, quand c'est les Jeux de Paris, donc ils sont engagés jusqu'au jeu pour m'aider. Après, voilà, rien n'est sûr. Donc, je vais refaire le point après, voir
voir un peu tout, ouais. Voir déjà ce que j'ai fait si je suis allé à Paris et ce sera déjà une bonne étape de passer, ce que j'ai fait à Paris comme résultat. Et voilà, je vais un peu remettre tout sur la table, pas tout de suite après, parce que ma saison ne sera pas terminée après les Jeux. J'aurai encore 2 semaines, enfin 2, 3 semaines après les championnats du monde. Donc voilà, je pense qu'à fin septembre, je vais tout reposer à plat et regarder vraiment ce que je vais faire. Est-ce que une médaille en championnat du monde, une médaille en Coupe du Monde, une médaille en championnat d'Europe, voire une médaille olympique, para-olympique, ça change quelque chose dans la recherche de partenaires, de sponsors? Bah oui, parce que moi, les 3 médailles que j'ai eues à Tokyo, on va dire qu'avant, j'avais surtout la caisse d'épargne. Après, j'ai eu d'autres sponsors qui sont arrivés, d'autres aides qui me sont proposées, voilà, style la douane et tout. Et puis, enfin, on va dire la hiérarchie des aides, on passe aussi à un niveau supérieur pour tout ce qui est, quand on demande des aides à la MRP ou à la fédération, voilà, ils sont plus enclins à nous subventionner du matériel ou à nous aider si on a eu des médailles quand même aux Jeux paralympiques, parce que surtout en paralympisme, ce qui compte, enfin, ce qui est enfin, où on nous voit, c'est les Jeux. Donc, si on est capable de faire des médailles, euh, voilà, on est plus aidé, quoi. Quand tu parles de MRP, c'est la Maison régionale de la performance, c'est ça? C'est ça. C'est un autre organisme, un autre établissement public qui permet d'aider les sportifs et sportifs de haut niveau à atteindre justement leurs objectifs de performance. C'est ça, oui, ça dépend directement de l'ANS. Donc, Donc on va dire, l'Agence nationale du sport. voilà. Et donc, c'est eux qui ont le budget, ceux qui pointent les athlètes, soit qui sont confirmés, soit les athlètes en devenir qu'il faut aider. Et c'est eux qui décident un peu. On leur propose enfin, de nous aider dans des devis, de nos aides qu'on a besoin, surtout en performance, hein. C'est du style entraînement, peut-être achat de matériel, enfin voilà, des stages. C'est pas de l'argent, hein, c'est vraiment pour sur facture, on va dire. C'est pas, on ne demande pas 10 000 € pour aller faire la fête. Donc, c'est vraiment des aides concrètes. Ah, c'est On pas leur ça la demande et vie de souvent, sportif de haut niveau, c'est pas compter les bifetons avec les pieds au bord de la piscine et puis attendre qu'il y en ait d'autres qui tombent, non? non, c'est pas comme ça, non. Or, souvent les pieds dans la piscine, justement, en plus, sauf pour les nageurs, mais là, c'est pas trop le cas. Non, non, voilà. Là, donc, il faut, voilà, c'est le travail aussi moi, je le fais souvent au mois de novembre, de préparer tout ce budget-là. La saison, elle est finie, j'ai une petite coupure, donc voilà, on prévoit le budget et on regarde à qui il est demandé, ce qu'on a besoin en plus, si des choses, changement de matériel, enfin plein de trucs, quoi. Donc voilà, et puis il faut aller des fois relancer ou demander ailleurs. C'est gérer un peu une petite entreprise à nous tout seuls, quoi. Bon, là, tu vas avoir 46 ans, hein, si j'ai bien fait mes devoirs. Tu es né en Voilà, 78. à la fin de l'année, donc j'aurai Ouais, encore mes 45. allez, Je viens de les avoir. encore 45. C'est quoi la suite pour toi après les JO de Paris, que ce soit au niveau sportif ou au niveau professionnel? Bah, je sais pas, honnêtement, je me projette pas après. Voilà, comme je disais, je vais remettre tout sur la table pour voir ce que je vais faire pour après, si on me soutient encore ou voilà. Parce que bon, en ayant travaillé déjà, j'ai déjà un vécu professionnel. Donc, je veux dire, si je veux retourner travailler, j'ai une expérience professionnelle. J'ai travaillé plus de 10 ans, donc j'ai une certaine expérience. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça pour le après. Je sais que j'y retournerai. Je vais essayer d'y retarder le plus possible parce que je suis quand même pas malheureux. Je vis de ma passion parce que voilà, aujourd'hui, je fais du vélo parce que ça me fait plaisir. Mais peut-être que j'arrêterai, ce ne sera pas ni une question financière, ni une question de physique, ce sera peut-être une question de plaisir aussi, hein. Peut-être qu'à un moment donné, j'en aurai marre d'aller rouler sous la pluie quand il fait 5 degrés. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore, on va dire, du plaisir. Pas 100%, pas tout le temps, mais ça reste aussi. Donc voilà, je ne vois pas, je regarde pas le après pour l'instant. Des vacances sûres, au mois d'octobre, mais voilà. Donc, les Jeux, la Coupe du Monde, les championnats du monde, des vacances et après le budget. Mais d'abord des vacances, un peu de coupure. Ouais, ouais, les vacances. Au Je pense qu'il soleil? y aura besoin de bonne coupure. Je sais pas. Les vacances, moi déjà chez moi, je suis très bien. Donc même s'il n'y a pas le soleil, de profiter de ma famille et de mon petit calme dans ma maison, ça sera déjà pas mal.
Sujet qu'on aborde souvent, notamment quand on aborde le sujet aussi du financement des carrières et des CIP, donc des conventions d'insertion professionnelle qui permettent aux sportifs d'avoir un salaire et aussi de cotiser pour la retraite. Toi, avec le mécénat de la caisse d'épargne, est-ce que tu cotises pour ta retraite? Est-ce que ça te permet justement de voir, d'aller de l'avant, de voir, de préparer l'avenir, ou est-ce que c'est plus aléatoire pour toi à l'heure actuelle? Alors, moi, je suis un peu un cas particulier parce que du coup, donc la caisse d'épargne, ce que me donne la caisse d'épargne, ça ne cotise pas pour la retraite parce que c'est du mécénat, donc c'est une bourse, donc ça ne compte pas. Donc, en étant embauché à la douane, maintenant, oui, je cotise pour la retraite. Mais en fait, avant, je cotisais déjà pour la retraite parce qu'en fait, quand je suis en accident de travail, je gagne quand même mes trimestres grâce à mon accident de travail. Donc voilà, j'avais déjà ça. Et puis en étant qu'athlète de haut niveau, on a le droit, quand on est sur les listes, la liste élite, on a le droit à 8 ans si on est pendant 8 ans, on a le droit à 8 ans de cotisation qui sont reconnus. Ok, donc il faut être listé pendant 8 ans pour pouvoir capitaliser à partir de 8 ans. Voilà, je ne connais pas trop les détails parce que du coup, moi, je n'en ai pas eu besoin, donc je ne l'ai pas utilisé. Je sais que chaque année, on m'envoie la notification pour me demander de me déclarer si je veux en profiter. Et je sais qu'avec ma rente, en fait, comme je suis rentier d'accident de travail, en plus, je cotise déjà. C'est des bons tuyaux, c'est des bonnes informations à prendre. Alors, pas forcément pour le handicap, même si j'imagine qu'il y a des parasportifs et sportives qui nous écoutent, mais tout c'est à côté, justement, puisque l'essence même de ce podcast, c'est savoir comment est-ce qu'on vit de et par sa passion. Vivre par sa passion, c'est pratiquer son sport, et ça, c'est ce que tous mes invités font, mais vivre de sa passion, c'est aussi pouvoir financer sa vie. Financer sa passion, financer sa vie et puis financer la retraite. Parce que quand tu t'arrêtes, si tu n'as plus de revenus, c'est un peu compliqué quand même. Bah oui, c'est sûr. Moi, au début, voilà, je finançais ma passion par mon travail. Après, voilà, des petits sponsors et de plus en plus gros, quoi. Donc, des fois, il faut être patient. Et je sais que c'est long et c'est difficile d'aller chercher les sponsors. Surtout que, voilà, il faut avoir des résultats souvent pour attirer les sponsors. Mais souvent, on n'a pas les résultats parce qu'on ne peut pas faire notre travail, on va dire, correctement pour aller chercher les meilleurs qu'eux qui ont des soutiens plus importants. Est-ce que justement, aller à la recherche de partenaires, de sponsors, ça t'oblige à beaucoup communiquer? Quel est ton truc pour aller réussir à décrocher des partenariats? Alors, moi, je ne suis pas bon du tout en communication. Je ne suis pas de la bonne génération, en fait. On est de la même, on est de la même. Ouais, c'est très délicat. Non, après, voilà, des fois, c'est des rencontres. Je pense que c'est aussi le fait. Moi, j'ai été aidé pour avoir les sponsors, surtout par la fédération qui ont des gens qui cherchent des personnes pour aider les sportifs. Donc après, c'est surtout faire voir qu'on a envie de réussir, qu'on essaye de mettre en place qu'on veut réussir déjà pour que les personnes voient qu'on est motivé. Parce que voilà, aller demander de l'argent, mais de rien mettre en place, de rien proposer, des fois c'est compliqué. Donc voilà, après, il y a certains. Tout dépend du sponsor qu'on veut. Moi, j'ai les sponsors qui m'aident parce qu'ils voient très bien que j'ai un très bon niveau, mais ils ne demandent pas au retour de beaucoup communiquer dessus à outrance, quoi. Parce que déjà, moi, je ne pourrais pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Donc, j'ai essayé, mais voilà, c'est compliqué. Mais après, il y a d'autres sponsors. J'ai eu des refus de certains sponsors qui me disaient que je ne communiquais pas assez. Donc, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Il faut faut que ça soit aussi une bonne en osmose quoi, avec ce qu'on est, quoi. Il ne faut pas aller chercher un sponsor qui va me demander de faire des choses qui sont contre nature et qu'on n'a pas envie parce que voilà, il ne va pas être content d'un côté et nous de notre côté non plus. Donc, il faut un certain équilibre, quoi. Il faut savoir pas aller chercher l'argent pour l'argent. Faut que c'est un contrat qui est signé, donc il faut pouvoir le respecter à la sortie, quoi, ce contrat-là. Ouais, il y a des tenants et des aboutissants, et puis on te donne de l'argent, mais il faut bien rendre un service aussi derrière quelque part. S'engager à passer à dire pendant 50 jours, je serai avec vous si on ne peut pas le faire pour continuer son sport, quoi. Donc voilà, c'est donnant quand même. Mais c'est compliqué. Si on pouvait vivre dans un monde un peu parallèle, un peu de science-fiction, et que tu pouvais te projeter à côté du Loïc qui vient de sortir de l'hôpital après ton accident du travail, et que lui sache exactement qui tu es et tout ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu penses que le Loïc de 26 ans te dirait? Oula, c'est compliqué comme question ça.
Non, non, bah, après, déjà, que personne n'y aurait cru. Bah, c'était mon rêve de gamin de devenir athlète de haut niveau. Mais comme beaucoup d'enfants, hein, voilà, c'est un rêve c'est comme on fait rêver les gens quand on fait du sport. Donc, c'est normal de rêver ça. Mais je pense que, ouais, étonné quand même. Mais enfin, je me placerais plus au niveau de ma mère qui serait même pas surpris que je fasse du sport pour vivre parce qu'elle m'a toujours dit d'arrêter de taper la balle parce que j'arrêtais pas de lancer la balle dans tous les coins de la maison. Donc, ouais, le gamin de 26 ans, je pense qu'il dirait que eh ben, mon accident, ça a été peut-être le moment le plus terrible de ma vie, au moment voulu, mais que ça m'a donné les plus belles choses parce que j'ai eu mes enfants après, enfin voilà, tout ce que j'ai rêvé avant mon accident, je l'ai eu presque après. Il y a juste la maison que j'avais déjà avant, mais voilà, tous mes rêves, je suis en train de les réaliser, donc c'est, je pense que voilà, c'est ça en fait. Je ne vais pas trop rajouter, mais je suis vraiment heureux, même si j'ai un handicap et que des fois, c'est pas facile, parce que c'est pas rose tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, d'habitude, je marche. Aujourd'hui, je suis en fauteuil parce que je peux plus l'enfiler, parce que enfin, j'en ai un peu trop abusé, donc des fois, on se blesse. Donc, je peux plus enfiler ma prothèse. Mais voilà, je suis heureux comme je suis, quoi. Je pense que j'ai bien réussi. J'ai bien rebondi. Et qu'est-ce que tu lui répondrais, ce petit Loïc qui te dirait tout ça? Eh ben que j'ai quand même bien bossé pour y arriver. Je ne me suis pas regardé dans la glace parce que voilà, il y a eu beaucoup de sacrifices, même bah, déjà voilà, l'handicap, mais après c'est beaucoup de travail tous les jours et de planifier beaucoup de choses et de pas se relâcher. Et même les jours où c'est dur, il ben, faut quand même y aller quoi. Faut quand même faire le job même si on n'a pas envie de le faire. Surtout de croire en soi déjà aussi, parce que bon. Si, j'étais un des premiers à croire en moi. Il y a d'autres personnes qui ont cru en moi, mais il y en a beaucoup qui se demandaient ce que je foutais sur un vélo, enfin qui se demandent encore ce que je fous sur un handbike sur la route et que je devrais mieux rester chez moi. Mais voilà, ils ne savent pas tous les tenants et les aboutissants du projet. Wow. Bah écoute, merci pour ce témoignage, pour cette demi-heure qu'on a passée ensemble. Alors, tu l'as dit, tu n'es pas très fort en communication. Je te rassure, on est de la même génération. Moi non plus. Je me force tous les jours. C'est ce que je pourrais dire d'ailleurs au petit Hermano de 20 ans si je le rencontrais. Je dirais, apprends à communiquer parce que c'est une horreur. Mais malgré tout, si on veut te suivre, si on veut t'encourager, où est-ce que ça se passe? Bah après, j'ai quand même Instagram et Facebook, même si j'ai pas tout le reste, TikTok et tout, parce que là, ça fait trop. Mais voilà, sur Instagram, avec mon nom, on me trouve facilement, le Vernu Handbike. Voilà. Donc, je publie un petit peu, pas trop quand je m'entraîne comme ça. Je publie surtout mes résultats de course et tout. J'aime pas trop, enfin voilà, publier mes entraînements, je trouve pas très intéressant, surtout que ça se répète quand même. C'est du vélo et de la muscu. Donc voilà, on peut me trouver là. Et j'espère qu'on me trouvera aussi sur France 2 ou France 3 au mois de septembre, quoi. Bah écoute, on croise les doigts. On peut te trouver sur Strava aussi, peut-être, non? Oui, sur Strava, bien sûr. Ouais. Quel cycliste n'est pas sur Strava? Maintenant, il y a même des Ouais, coureurs, il y a même des volleyeurs, il y a tout le monde sur Strava. Donc, il y a des nageurs, il y a tout maintenant. Maintenant, on peut se mettre sur Strava n'importe comment. c'est clair. Bon, je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, encore une fois, Loïc. On te souhaite une bonne journée, bonne continuation. Et puis là, tu m'as dit que tu jumpais après sur le vélo pour aller t'entraîner. Donc, bon entraînement. Merci. Merci. Bonne journée à toi. À bientôt. Ciao. Salut. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Loïc Vergniaud que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Loïc et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!